à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous d'Alternative sur Média TV Alternative, un rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les grands enjeux internationaux en partenariat toujours avec l'Université internationale de Rabat. Chaque semaine, nous vous offrons une analyse approfondie sur des sujets pluridisciplinaires avec des chercheurs spécialisés, un décryptage alternatif, donc vu du Maroc. Focus aujourd'hui sur un concept peu ou mal connu, celui de la responsabilité de protéger les populations civiles en droit international. Il s'agit d'un concept érigé par les organisations des Nations Unies qui pourrait se situer entre le respect de la souveraineté nationale et l'impératif d'intervenir à des fins humanitaires. Ce concept a en effet la vocation de concilier les deux principes fondamentaux en matière de droit. Alors comment, jusqu'où et surtout tous les contextes sont-ils équivalents? Qu'en est-il en Afrique notamment également? C'est avec Léandre Mveela que nous allons en parler aujourd'hui. Il est docteur en droit public, enseignant à l'université Savoie-Mont-Blanc et également professeur de droit international invité à l'UIR. Il est également l'auteur de l'ouvrage La responsabilité de protéger et l'internationalisation des systèmes politiques. Un ouvrage paru aux éditions Marais et Martin. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour madame, merci pour votre invitation. Avec plaisir. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la responsabilité de protéger en droit international? De quoi parle-t-on exactement? Pour comprendre la responsabilité de protéger, me semble-t-il, il faut encore partir d'un cas concret. Et ce cas concret, c'est l'actualité au Soudan qui nous le fournit. Le 25 octobre dernier, un nouveau coup d'État avait été perpétré par les militaires, faisant plus de 40 morts et de nombreux blessés. Le spectre donc d'une résurgence du régime al-Bachir a fait que de nombreux auteurs, de nombreux acteurs de la société civile se sont interrogés sur la nécessité de recourir à la force en invoquant donc le principe de la responsabilité de protéger. À ce jour, ces invocations sont encore restées lettres mortes au sein des Nations Unies puisque aucun texte n'a encore été pris sur cette situation particulière à la suite du coup d'État de 2021. L'idée même de responsabilité de protéger est assez ancienne. Assez ancienne, souvenez-vous, parce que le génocide au Rwanda en 1994, qui a fait plus de 800 000 morts, et les massacres en Bosnie-Herzégovine en 1995 à Srebrenica, qui ont fait plus de 8 000 morts. À la suite de ces événements, la question s'est posée de savoir dans quelle mesure la société internationale devait agir face à la commission des crimes les plus graves. Et en réponse à cet appel, Kofi Annan, qui était alors secrétaire général des Nations Unies, avait proposé une idée qui jusque-là avait été développée par la doctrine et timidement par l'Union africaine dans son acte constitutif. Et cette idée, c'est la responsabilité de protéger. En réalité, dans la responsabilité de protéger, il y a une double idée qu'il faut comprendre. La première, c'est que c'est d'abord à chaque État, et j'insiste bien, c'est d'abord à chaque État qu'incombe la responsabilité première de protéger sa population face à la commission des crimes les plus graves, entendez par là génocide, crime de guerre, nettoyage ethnique ou encore le crime contre l'humanité. Et la deuxième idée qui est contenue dans la responsabilité de protéger, c'est que lorsque l'État n'arrive plus à protéger sa population, c'est à la communauté internationale, cette fois, qu'il appartient, à titre subsidiaire, de pallier le manquement par cet État. Derrière donc l'idée de responsabilité de protéger, il y a l'idée d'une solidarité. D'accord. Alors, pour saisir véritablement l'enjeu de ce principe fondamental en droit, soyons plus pratiques, si vous le voulez bien, avec quelques exemples de cas d'application dans des pays où cette responsabilité de protéger a déjà été mise en œuvre. Présenté comme je l'ai fait, on pourrait croire que la responsabilité de protéger, c'est seulement un concept qui a été développé dans des salons feutrés de diplomatie ou de chancellerie. En réalité, derrière la responsabilité de protéger, il y a une réalité, il y a une pratique, puisque le concept a déjà été associé à de nombreuses crises. Deux exemples parmi d'autres. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est la situation en Côte d'Ivoire, puisque après la crise en Côte d'Ivoire en 2010, souvenez-vous,
deux candidats à l'élection présidentielle s'est disputé mutuellement la présidence, de la République, chacun se revendiquant d'une légitimité. Et cette crise a donné lieu à la commission des crimes qui ont été considérés par les Nations Unies de crimes contre l'humanité, puisque 3000 personnes avaient trouvé la mort et de nombreux déplacements y ont également eu lieu. Et le Conseil de sécurité a adopté à la suite de cette crise une résolution dans laquelle elle rappelle que elle donne mandat aux forces françaises dites Licorne et à l'ONUCI, qui est une opération de maintien de la paix, d'intervenir pour protéger la population civile. Deuxième exemple qui me vient à l'esprit, il est particulièrement parlant parce que c'est sans doute un cas méconnu de la responsabilité de protéger, c'est la crise kenyane en 2007. Et là, les faits sont sensiblement les mêmes qu'en Côte d'Ivoire. Deux camps qui se discutent la présidence de la République. Et contrairement au cas ivoirien, la crise kenyane a été résolue de manière diplomatique par l'intervention du médiateur de l'ONU, Kofi Annan. Il me semblait particulièrement important de mettre en avant ce cas kenyan, puisque la responsabilité de protéger est souvent entendue comme donnant systématiquement lieu au recours à la force, alors que ce n'est pas toujours le cas. D'accord, très bien. Alors, mais j'imagine que les cas divergent quand même en fonction de plusieurs facteurs clés. Est-ce que l'on peut aller plus loin en déclinant précisément les différences entre ces cas que vous venez de nous exposer ? Comme vous le voyez, la mise en œuvre de la responsabilité de protéger est largement tributaire de la volonté politique à la fois des États et également des acteurs régionaux et universels. Avant même d'insister sur les différences, il me semble important de dégager déjà une certaine tendance commune des cas de mise en œuvre de la responsabilité de protéger. D'abord, la mise en œuvre de la responsabilité de protéger est conditionnée, et c'est là un point particulièrement important, elle est conditionnée d'abord à la commission des crimes considérés comme les plus graves. Et il faut aussi par la suite que l'État, qu'il y ait une défaillance constatée de l'État. C'est seulement parce que l'État ne peut plus protéger sa population, comme ce fut le cas en Côte d'Ivoire, ou ne veut plus protéger sa population, comme c'est le cas en Libye, ou encore un autre cas, le cas syrien. C'est seulement dans ces situations-là que le principe de la responsabilité de protéger peut être déclenché. Ensuite, la mise en œuvre de la responsabilité de protéger se fait de manière graduée. Premièrement, il y a une responsabilité de l'État qui est rappelée. Deuxièmement, l'État est assisté par la communauté internationale. Et enfin, seulement en dernier recours, les mesures coercitives sont prises comme l'intervention, le déferrement de la situation devant la Cour pénale internationale, on l'a vu avec le cas ivoirien, ou encore l'adoption de mesures contraignantes comme des embargos. Lorsque l'on analyse ces cas de mise en œuvre de la responsabilité de protéger, on voit bien qu'il y a de réelles différences. Et la première se trouve au niveau des acteurs. En Côte d'Ivoire, il s'agissait des acteurs onusiens, c'est-à-dire l'ONUCI. En Libye, il s'agissait d'une organisation militaire, c'est-à-dire l'OTAN, qui avait reçu un mandat qu'on pourrait contester aujourd'hui, puisque certains ont estimé que le mandat a été dévoyé, le mandat de l'OTAN. Et au Kenya, il s'agissait tout simplement d'un acteur politique, c'est Kofi Annan, qui avait servi ici d'intermédiaire. D'accord. La deuxième différence, et je termine par là, la deuxième différence se trouve au niveau des modalités de mise en œuvre du principe. Recours à la force en Côte d'Ivoire et en Libye, il s'agissait, et en Libye avec un succès qu'on pourrait considérer comme relatif, aussi il s'agissait du recours à la force. Et sans recours à la force dans le cas kenyan. D'accord. Alors, dernière question, Léandre Mvé. Et là, dans ce contexte, quelle perspective émane de ce principe dont la mise en œuvre pose toujours question, hein ? Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement, s'il vous plaît ? On pourrait voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, c'est selon la perspective dans laquelle on se place. À mon sens, le défi majeur que doit surmonter la responsabilité de protéger, c'est celui d'une quête d'une plus grande légitimité, et d'autant plus que le processus de reconstruction en Libye ou l'incapacité du Conseil de sécurité d'adopter une résolution contraignante en Syrie montre que la responsabilité de protéger est encore
concept assez fragile. Il me semble donc, à mon sens, il me semble donc que pour surmonter ces difficultés, il faut, dans un premier temps, ne plus limiter le principe à l'étape très réductrice, mais au demeurant spectaculaire de l'intervention militaire. Il faut également insister sur le fait que la responsabilité de protéger, c'est d'abord et avant tout la responsabilité première de l'État vis-à-vis de sa population. Et enfin, il faut, à mon sens également, favoriser des solutions davantage locales. Et en ce sens, on pourrait mettre en avant la force militaire, la force africaine en attente de l'Union africaine qui, comme son nom l'indique malheureusement, est toujours en attente. Dernière idée qui me semble particulièrement intéressante à mettre en avant, c'est de pouvoir davantage discuter et faire œuvre de pédagogie sur ces questions, et c'est ce que nous avons essayé de faire. C'est exactement ce que nous avons essayé de faire avec vous. Léandre Mvé est là sur ce concept de responsabilité, de protéger, un concept fragile, mais que l'on a essayé de décrypter concrètement avec vous aujourd'hui. Merci pour ces explications. Je rappelle que vous êtes docteur en droit public, enseignant à l'Université Savoie-Mont-Blanc et également auteur de l'ouvrage « La responsabilité de protéger et l'internationalisation des systèmes politique, un ouvrage paru aux éditions Marais et Martin. Merci infiniment. Je vous remercie. Et merci à vous. C'est la fin d'Alternative. Je vous dis à la semaine prochaine.